Pour tous. Bonjour à tous, bienvenue dans le grand studio de RTL. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Amélie Carwer de TF1 LCI. Bonjour Amélie. Bonjour. Et Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Cette émission est bien sûr en direct jusqu'à 13h. Vous pouvez interpeller notre invité, hashtag le grand jury sur tous les réseaux sociaux. Et vos questions seront relayées en fin d'émission. Alors Julien Bayou, vous êtes récemment devenu avocat. L'avantage que vous aviez sur vos collègues d'études au barreau, avoir connu la garde à vue en tant qu'activiste de multiples causes, basket aux pieds comme aujourd'hui, c'est vous qui leur aviez fait remarquer cela pendant vos études. Autre avantage, avocat, c'est un vrai métier à côté de la politique, au cas où, d'autant que les carrières politiques peuvent être courtes et ceux qui vous ont précédé au poste de numéro 1 des Verts, comme Cécile Duflot par exemple, en savent quelque chose, surtout quand on est à la tête d'un parti souvent indiscipliné où chacun veut exister en dehors de lui. Secrétaire national des Verts depuis 1 an et demi, vous avez à votre actif, Julien Bayou, la conquête inattendue de grandes villes de France en juin dernier. Une belle victoire, mais suivie d'un cortège de polémiques sur votre pratique du pouvoir municipal. Nous y reviendrons bien sûr dans cette émission. Et vos prochains défis, Julien Bayou, ne sont pas des moindres. Espérez remporter la région Île-de-France où vous êtes tête de liste et ensuite et surtout peut-être mettre sur orbite un candidat vert pour la campagne présidentielle. Et les prétendants sont nombreux. Alors faut-il passer par une primaire? Faut-il s'allier avec le reste de la gauche et le plus tôt possible? Sur ce sujet, comme sur d'autres, il y a chez vous plusieurs nuances de vert. Nous en parlerons bien sûr. Mais d'abord la pandémie et cette triste barre des 100 000 morts franchis cette semaine dans notre pays, Guillaume Roquette. Oui, 100 000 morts et ça a été l'occasion pour le président de la République d'un tweet d'hommage à ses victimes. Est-ce qu'il aurait dû faire davantage? Certains responsables politiques ont parlé d'excuses qu'aurait dû présenter le chef de l'État. Écoutez, cette pandémie, elle nous accable. Enfin, voilà, quand il y a 100 000 morts et quand il y a l'équivalent d'un crash aérien par jour, c'est évidemment à chaque fois des familles qui sont endeuillées. C'est aussi un deuil qui est rendu plus difficile par les contraintes sanitaires. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est voilà, on s'est concentré sur ce chiffre rond, 100 000, un hommage assez, lapidaire par tweet. Trop ? Oui, trop lapidaire, certainement. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on ne prend pas la mesure de... C'est une crise écologique. Et l'Organisation mondiale de la santé nous dit c'est l'élevage intensif, c'est l'artificialisation des sols, c'est la déforestation, c'est la prédation à l'égard du vivant, le fait d'aller comme ça à l'encontre des habitats protégés qui conduit, qui nourrit, qui favorise ce type de pandémie. Et qu'on n'en tire pas la leçon. Ça veut dire être condamné à les reproduire. Et l'Organisation mondiale de la santé nous dit, si on n'applique pas le zéro déforestation ou le zéro artificialisation nette, on va tout droit vers de nouvelles pandémies. C'est une crise écologique. En France, il y a de plus en plus de forêts et pourtant il y a eu 100 000 morts. C'est une crise écologique, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et l'enjeu, c'est de mesurer, finalement, je crois que c'est une leçon peut-être à retenir, il y a une seule santé. Il y a un lien immédiat, très net, entre la santé des écosystèmes, la santé des humains, la santé de la faune. Par exemple, on va, j'espère, un jour peut-être enfin être vacciné autour de cette pièce, et puis les personnes qui le souhaitent. Mais si on ne met pas en place des licences obligatoires pour offrir aux pays qui n'ont pas les moyens de se vacciner, eh bien, en fait, vous voyez, il y a un lien entre la santé des humains au bout du monde et notre santé à nous tous. Sinon, parce que des variants, comme au Brésil, par exemple, peuvent se développer et fragiliser notre stratégie vaccinale. Amélie Carwer. Vous auriez fait mieux. Au pouvoir, vous auriez fait mieux. Je me méfie, et évidemment, c'est très facile de critiquer. Si vous voulez, les écologistes, nous réclamons transparence, concertation, anticipation. Je pense que Emmanuel Macron réussit à conjuguer une sorte de navigation à vue, l'amateurisme, et l'arrogance. Je m'explique. Navigation à vue, oui. Arrogance. Personne, je crois, n'est en mesure de dire, écoutez, c'est facile, il suffit de faire ça. Ou alors les personnes qui font ça sont des menteuses. Y compris même quand on commence à trouver le bout du tunnel, surgit un variant qui remet peut-être tout en cause. Vous voyez, donc l'humilité commande dans cette crise. Mais on a eu un gouvernement qui, pour le coup, assénait ces vérités. Et non, il n'y avait pas de problème sur les masques. Et non, il n'y avait pas de problème sur les tests. Et non, il n'y avait pas de problème sur les vaccins. Et si. Et en fait, personne n'en aurait voulu au gouvernement de dire, écoutez, c'est compliqué. Ça n'est pas évident. Et je crois que c'est aussi cette arrogance, le fait qu'un président décide de tout le temps, pour tout le monde,
qui pose un problème supplémentaire. Ça illustre le fait que notre 5e République, qui confie tous les pouvoirs à une seule personne, je crois, est dépassée. C'était valable pour le général de Gaulle. Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle. Un exemple concret du traitement de la pandémie, on connaît les réticences dont fait l'objet le vaccin AstraZeneca, ce qui a amené par exemple la fermeture anticipée de vaccinodromes à Nice, faute de candidats. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on ouvre la possibilité de se faire vacciner à tous les Français qui le souhaitent, y compris moins de 55 ans? Mais dès que possible, bien sûr. Moi, je respecte le calendrier. Moi, j'ai 40 ans. J'ai hâte de pouvoir me faire vacciner. Je note d'ailleurs que on doit. Avec l'AstraZeneca, vous seriez d'accord? Si on me dit que pour les moins de 55 ans, moi j'écoute, vous voyez, je ne suis pas épidémiologiste. Je ne vais pas vous faire, comme le président Macron, vous raconter que je suis en une nuit devenu spécialiste des vaccins. Ce serait mentir, ça ne serait pas sérieux. Que lui. Oui, mais vous voyez, à un moment, cette logique de cours, en fait, qui obscurcit le jugement, le ministre de l'Éducation qui se transforme en premier supporter du président. Enfin, à un moment, est-ce qu'on peut avoir les pieds sur terre? Donc Est-ce que vous conseillez à votre entourage aujourd'hui de se faire vacciner AstraZeneca? Mais tout le monde l'attend. Simplement, si l'Agence régionale de la santé dit en dessous de 55 ans, il y a un risque légèrement accru, eh bien, on écoute les agences de santé, tout simplement. Mais on doit quand même à l'ingéniosité de certains geeks, de certains développeurs, de mettre en place les outils qui permettent d'éviter de gaspiller les doses. Donc il y a une attente phénoménale en matière de vaccins. Le président avait promis que les enseignantes pourraient se faire vacciner. On aurait aimé qu'avant la réouverture des écoles, eh bien, on vaccine le corps enseignant. Là, il y avait la vaccination qui était proposée aux enseignants de plus de 55 ans, sauf qu'à Nice, par exemple, ils n'y vont pas parce que c'est AstraZeneca. Donc le gouvernement les met à disposition, mais on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut tout simplement des licences obligatoires. C'est une proposition très concrète, des licences obligatoires sur le vaccin Pfizer pour permettre de multiplier... Attends, des licences obligatoires, ça veut dire que vous voulez que le Pfizer, par exemple, puisse être produit par n'importe quel laboratoire? Puisse être génériqué, oui. L'Organisation mondiale du commerce le permet, quand il y a un intérêt national. Oui, je crois qu'il est évident. Le gouvernement vous dit que c'est très difficile de produire ces vaccins, Julien Bayou. Il faut des quand même transferts avoir de technologie, et ça il faut prend avoir des des mois. usines. Est-ce que c'est pas un peu illusoire de vouloir promettre cela dans les semaines qui viennent? Ça, c'est du pur pragmatisme, au contraire. Ce qui est illusoire, c'est d'imaginer qu'en vaccinant la France seule, on se prémunira du risque de développement de variants dans des endroits où les gens ne sont pas vaccinés. Vous voyez, c'est du pur pragmatisme. La santé humaine, la santé de la planète, la santé des écosystèmes sont intimement liées. Et si on ne prend pas la mesure de cette crise, alors évidemment, on va tout droit au prochain. C'est l'Europe qui n'a pas pris la mesure de cette crise, si je vous entends bien. C'est quand même elle qui est en charge des vaccins. Vous auriez fait la même chose si vous étiez au... Ah non, je crois qu'on doit saluer. Alors pour le coup, on doit saluer le travail de la Commission européenne. Ah, mais... Parce que c'est grâce à elle qu'on a pu avoir finalement un panachage des différents vaccins. Évidemment, quand vous avez des vaccins et que vous n'avez pas le recul, certains sont meilleurs que d'autres. Si on avait écouté, par exemple, l'extrême droite, une stratégie franco-française, on attendrait encore Sanofi. Voyez. Donc, fort heureusement, l'Europe a permis des commandes groupées et un panachage du recours à différents vaccins, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui privilégier Pfizer plutôt que d'autres qui peuvent avoir, d'après les agences de santé, des risques accrus de thrombose après 55 ans. Mais l'Europe, elle ne veut pas accéder à tous les vaccins. Il y a par exemple le vaccin russe, Sputnik V. L'Europe dit bah non, pour l'instant, ce n'est pas suffisamment vérifié. Il y a un président de région. Ça s'appelle une bonne mesure de précaution. Excusez-moi, si vous avez un vaccin qui n'est pas encore parfaitement au clair, ou la revue par les pairs n'est pas complète, évidemment que si vous voulez susciter une adhésion vaccinale, écoutez-moi, on vous met sur le marché un vaccin dont on ne sait pas ce qu'on en pense. Évidemment que là, vous allez susciter de la crainte. Donc, il ne faut pas acheter du Sputnik V. S'il n'est pas convaincant sur le plan sanitaire, si vous n'avez pas une étude solide en matière d'évaluation des coûts et des bénéfices, évidemment que non. Sinon, vous allez générer de la désadhésion vaccinale, de la crainte. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'il y a quand même en ce moment des problèmes très concrets, des variants. Julien Bayou, il y a une quarantaine qui va être désormais contrôlée par la police. Est-ce que vous dites, enfin, les quarantaines venant de pays où il y a des variants vont être contrôlés strictement? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous? Enfin, vous avez un par ministre... la police, que certains disent... Vous avez un ministre des Transports. Vous avez un ministre des Transports mais certains qui s'est disent passionné. que ça vient contrecarrer les libertés individuelles. C'est tard. C'est-à-dire que j'en discutais avec des amis tunisiens où à l'aéroport de Tunis, vous avez des contrôles depuis 1 an. Et jusqu'à tout récemment, vous pouviez venir du Brésil alors qu'on savait qu'il y avait ce variant brésilien sans aucun contrôle, sans même un test.
Parce que le ministre des Transports, M. Djebari, était trop occupé à s'intéresser à une obscure subvention à Poitiers sur une baisse de 400 € sur un aéroclub, parce que la maire de Poitiers en avait décidé ainsi. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui est tellement obsédé par le fait de susciter des polémiques chaque semaine, et même des fois 2 fois par semaine, sur les écologistes, qu'il en a oublié qu'il était ministre des Transports. On va y venir sur ces polémiques. Je veux bien. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne s'occupe pas et des quarantaines et des frontières? Est-ce que vous accusez en gros le gouvernement de vous caricaturer, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi en train de caricaturer l'action du gouvernement? Le ministre des Transports, son rôle, c'est de vérifier que, oui, nous demandons un contrôle, évidemment, de la provenance pour les pays à risque, et ça n'est pas le cas. Il faut aller plus loin encore, la question des frontières. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la protection de la fermeture des frontières au niveau européen? Non, l'enjeu c'est de vérifier, de proposer un test, de pouvoir permettre une quarantaine. Mais l'enjeu aujourd'hui, en fait, c'est de préparer le déconfinement. Ce que n'a pas fait le Premier ministre. Amélie, sur l'Europe, parce qu'il y a quelques minutes, vous disiez heureusement que l'Europe est là pour acheter les vaccins. Et si on avait écouté Marine Le Pen, on n'aurait pas de vaccin. Il y a eu beaucoup de réticences, y compris du gouvernement, de fermer les frontières nationales ou de mettre en place des quarantaines, justement parce que ça ne se faisait pas au niveau européen. Et puis là, le gouvernement dit finalement, on n'a pas le choix, il faut qu'on se protège, les Français. Vous n'êtes pas obligé de fermer les frontières. Vous pouvez surveiller les arrivées de la part des pays à risque. C'est ce que nous réclamons. Vous savez, il y a un an, on nous a dit c'est bon, on nous a mis des affichettes. Donc effectivement, que ça ne fonctionne pas. En revanche, le virus n'a pas de passeport. Le virus, et c'est vrai. Et donc la protection, la fermeture des frontières n'est pas une réponse crédible. En revanche, surveiller, tracer, tester, isoler les personnes en provenance de pays dont on sait qu'il y a des variants à risque, c'est une mesure de précaution. Et par ailleurs, l'enjeu, je le redis, c'est de permettre à ces pays, y compris qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces vaccins, de produire et de vacciner leur population. Sinon, on n'aura pas d'issue en fait, pour la planète. Il y a une seule santé. Il y a un lien entre la santé des écosystèmes et la santé des humains, y compris au bout du monde. Alors, puisque vous parlez des vaccins, il y a aussi le déconfinement qui se prépare. Le président de la République a mis comme objectif la mi-mai. Est-ce que, avant d'en venir au commerce, aux terrasses, qu'au musée, est-ce qu'il faut rouvrir les écoles comme prévu, quelle que soit la situation sanitaire, dès la fin de ce mois, Julien Bayou? Écoutez, là, on est évidemment tous accablés par la situation. Les parents d'élèves en télétravail sont dans la difficulté. Les commerces ont évidemment envie de réouvrir. On a tous et toutes envie de retourner en terrasse, en particulier avec les beaux jours, avoir accès à la nature. Et donc, c'est compliqué de dire on ne va pas réouvrir en mai. Voilà. Moi, ce que je déplore... D'abord sur les écoles, pardon. Est-ce que vous voulez que les écoles... Je n'ai pas d'éléments. C'est-à-dire qu'en fait, en décembre, en novembre, le président avait dit on confine jusqu'à ce qu'on descende en dessous de 5000 cas. On pouvait en penser ce qu'on voulait. Moi, je n'avais pas forcément les éléments. Ça faisait un objectif sanitaire. Ça se comprend. On a déconfiné, on n'était pas à 5000 cas. Aujourd'hui, on est toujours sur un crash aérien par jour. Là, le président nous dit, c'est toujours le seul président. Il n'y a pas eu de conseil des ministres, d'assemblée, de Sénat qui tiennent. C'est le conseil de défense. Il y a un conseil scientifique, il y a des consultations qui sont faites quand même. Et des rapports qui sont publiés après l'annonce des décisions. Et là, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. On nous a dit 11 mai, mi-mai, évidemment. Moi, je souhaite que la situation s'améliore et qu'on puisse déconfiner. Mais c'est sur quelle base? On vous a dit, c'est quand on sera à moins de 10 000 cas, 5 000 ans, on n'a pas les éléments. Et surtout, et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on ne met pas à profit la fermeture des écoles aujourd'hui pour aménager les bâtiments scolaires. De la même manière qu'on a gâché l'été, alors que les proviseurs demandaient que dans les collèges, dans les lycées, on adapte les bâtiments scolaires, ou les cantines notamment, pour permettre le déconfinement. Vous savez, en Ile-de-France, il y a un an, avant la crise, il manquait 1000 agents. Voilà. Il y a 500 lycées, il en manquait 2 par lycée en moyenne. Ces agents, pourquoi est-ce qu'on n'a pas embauché les personnes qui manquent et remplacé les personnes qui tombent malades? Parce que c'est un métier pénible. Comment vous voulez avoir un protocole sanitaire s'il vous manque 2 agents par lycée? Le reste, c'est du vent. Vous ne pouvez pas nettoyer les classes, aérer, si les lycées sont vétustes et que vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre. C'est la réalité. À vous écouter, les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture dans de bonnes conditions des écoles au 26 avril. Je déplore un manque d'anticipation, clairement. Je reprends la même sur les transports. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, des départements en Ile-de-France, vous n'avez pas le même taux de télétravail. On sait qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a beaucoup moins de population qui télétravaille. Ce qui veut dire que forcément, dans les transports et aux heures de pointe, vous aurez du brassage et peut-être des clusters roulants. Nous réclamons depuis un an des transports supplémentaires aux heures de pointe.
ça n'est pas fait. Ni Djebari, ni la présidente de région Valérie Pécresse. Vous faites preuve d'une extrême prudence aujourd'hui sur ce sujet des écoles. Le 13 décembre, ici même au Grand Jury, Yannick Jadot était notre invité. Il demandait la réouverture de tous les lieux culturels à ce moment-là, le 15 décembre. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas irresponsable à l'époque? Est-ce que vous le réclamez à nouveau? Est-ce que vous souhaitez que musées, cinéma, théâtre soient ouverts simultanément mi-mai? Alors la différence par rapport à décembre, quand même, c'est l'émergence des variants. Donc il faut respecter un protocole sanitaire plus exigeant encore par rapport à la situation de décembre. Mais sur le principe, je sais que les établissements culturels ont travaillé pour offrir des protocoles sanitaires exigeants. Et donc oui, on pourrait imaginer, et c'est une belle idée, c'est d'ailleurs proposé par Syndeac, un des syndicats des établissements culturels, de réouvrir à destination de publics bien identifiés, notamment les écoliers ou les étudiants et les étudiantes ou des associations spécialisées pour pouvoir permettre d'avoir un accès à la culture dans les meilleures conditions possibles. Ne pas réouvrir au grand public, parce que ça permettrait, ça serait peut-être courir un risque important, mais au moins offrir un peu d'accès à la culture, ce bien si essentiel, aux élèves, aux étudiants et aux étudiantes, par exemple, dans les conditions sanitaires les plus strictes. Vous trouvez que l'État ne fait pas assez confiance aux institutions culturelles, aux musées, pour les laisser juger elles-mêmes de ce qui est sûr et de ce qui ne l'est pas? Écoutez, qui décide dans ce pays? Vous voyez, quand moi je discute avec des maires, ils n'ont pas d'infos, rien. Là, ils ont été consultés, par exemple, sur les régionales, par exemple, sur le report. Oui, ils se sont souvenus au dernier moment, c'est vrai, ils se sont souvenus au dernier moment que c'était pas mal de consulter les élus. Même sur les mesures, une visioconférence avec les maires en fin de semaine. Jean Rotner, hier, disait effectivement, cette fois, il y a eu consultation des élus. Ils s'en sont rendus compte au dernier moment, au point d'envoyer un email, je crois que c'était le vendredi à 18h, pour avoir un retour en quelques jours. Bon, tant mieux. Mais simplement... non, parce que vous si ça fait un an, président monarque qui prend ses décisions seul dans son palais. C'est vrai. C'est vrai. Je vous dis le 11 mai, le 15 mai. J'ai pas lu que le conseil scientifique disait voici une proposition, ou alors plutôt le 29 janvier. Pour le coup, là, il y avait une alerte. Là, le 29 janvier, le conseil scientifique disait attention. Et d'ailleurs, il a prédit à la semaine près le moment où la souche du variant brésilien allait prendre le pas sur la souche initiale. Variant anglais. On n'a pas eu cette communication du conseil scientifique en temps réel. Il y a une opacité voulue, c'est ça que vous dites, au gouvernement? En fait, on a un président qui décide de tout le temps et tout seul. Et donc, il y a un enjeu de rétablir un dialogue, que l'Assemblée puisse se prononcer, que les corps intermédiaires, les syndicats, puissent... si on parle de télétravail, consultons les syndicats. Il y a un accord national interprofessionnel qui n'est pas contraignant. Tous les mois, vous avez le Premier ministre qui dit qu'il va falloir annoncer des nouvelles, il va falloir renforcer le télétravail. Quand est-ce qu'on met en place les mesures qui le permettent? Vous voulez un télétravail contraint? Par exemple, aujourd'hui, on pourrait imaginer une proposition de rendre cet accord national interprofessionnel contraignant, donc d'engager une discussion avec les syndicats et les partenaires sociaux côté employeur. Mais par exemple, si un salarié demande à pouvoir télétravailler, eh bien, que le principe, c'est que ça soit accepté, sauf contrainte de service. Par exemple, on renverse la charge de la preuve, si vous voulez, un peu comme en matière de discrimination. L'entreprise est obligée d'accepter. Ou d'expliquer que, pour de très bonnes raisons, ça n'est pas possible. Et je ne parle pas de 100% télétravail, parce qu'on sait que ça peut avoir aussi un impact sur la santé mentale, disons-le comme ça, sur la confusion entre vie privée et professionnelle, sur le droit à la déconnexion. Mais simplement aujourd'hui, la responsabilité des entreprises aujourd'hui, c'est ça que vous dites, ou qu'elles ne prennent pas la mesure de la dangerosité de ce... je sais que certaines sont tentées de maintenir un travail en présentiel. Vous avez, je vous dis, c'est très frappant sur l'Île-de-France. On est à 25% de télétravail en Seine-et-Marne, à 48% dans les Hauts-de-Seine. Il y a des disparités qui pourraient d'ailleurs conduire à vacciner plus rapidement dans les zones denses, par exemple. On pourrait imaginer, ce sont des propositions qu'on met sur la table. Mais il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu que vous avez identifié sur le télétravail? Moi, je ne suis pas là pour faire la police des entreprises. Il y en a qui font du name and shame, certains membres du gouvernement. Je manque d'éléments. Je manque d'éléments là-dessus. Bon. Je vais pas me... Alors, vous disiez tout à l'heure que le gouvernement vous caricaturait et qu'il préférait susciter des polémiques sur vos propositions. 2 semaines après les propos chocs de la maire écologiste de Poitiers qui affirmait que l'aérien, je la cite, ne devait plus faire partie des rêves d'enfants, et bien cette fois-ci, c'est un élu Europe Écologie Les Verts de Vincennes qui a suscité la polémique. C'était jeudi dernier, Amélie Carrouer. Oui, c'était autour de la subvention d'un yacht club de bateaux à voile. Il y a eu l'arbre de Noël. On ne va pas refaire effectivement la liste. Est-ce que vous dites
Faute de débutants, on a entendu ce que vous dites sur la caricature qui peut être faite de vous, mais vous dites faute de débutants, parce que beaucoup de vos opposants parlent surtout d'une preuve d'une incapacité à gouverner. Non, mais attendez, il s'est planté, c'est une subvention de 1 000 euros. C'est assez frappant que donc, RTL, Le Figaro, le LCI, on en puisse en parler comme ça, mais c'est une subvention de 1 000 euros. Cet élu, qui est aussi étudiant, a pris le sujet en cours de route, il n'avait pas travaillé, il l'a expliqué, il s'en est excusé. Bon, pour moi, le sujet est clos, tout simplement. Mais c'est frappant. On ne peut pas ne pas vous faire réagir à tous ceux qui pointent du doigt une accumulation de faits prouvant, selon eux, que vous n'êtes pas en capacité de gouverner quand vous en avez les... Alors, c'est frappant parce que j'aimerais, dans ce cas-là, qu'on puisse parler de la droite, qui a vu ses 2 derniers présidents de la République condamnés, et pour des faits de corruption. Là, j'en parle pas. De l'extrême droite qui, par exemple, est capable de saccager une librairie à Lyon. Et il ne se passe rien. Ou de Génération Identitaire qui envahit le Conseil régional d'Occitanie. Le ministère de l'Intérieur, là-dessus, pour le coup, n'en dit rien. Il y a une des solutions de Génération Identitaire. Je parle de le groupe qui attaque une librairie à Lyon. Ils sont dissous, simplement, ils sont toujours en mesure de saccager les librairies. Peut-être que si ces faits ont tellement d'écho médiatique, c'est parce que on y voit une preuve de l'idéologie d'Europe Écologie Les Verts, c'est-à-dire de dire que les avions, c'est mal par principe et que donc il ne faut plus que les enfants en rêvent. Les bateaux, oh là là, s'il y a des bateaux, ils ont sûrement des moteurs et donc il ne faut pas les soutenir. Vous voyez, cette dérive idéologique, c'est-à-dire le fait de voir non pas la réalité, mais la vision que vous pouvez en avoir. Mais quelle dérive idéologique? Excusez-moi, hein. C'est la science qui nous dit, attention, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. C'est ça le dérèglement climatique. La dérive idéologique, c'est de s'accrocher à un monde qui fonctionne mal. C'est la dérive idéologique, c'est dire on va donner des milliards d'euros aux entreprises sans contrepartie, on va espérer qu'un jour, par l'effet merveilleux du ruissellement, ça bénéficie aux plus pauvres. C'est ça la dérive idéologique. C'est ça les œillères. Nous écoutons la science. Est-ce que les la science dit aussi qu'il y aura des nouveaux avions. Oui, avec des avions verts. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut continuer. Alors pour le coup, c'est ça. Vous ne croyez pas aux avions verts? C'est pas parce que vous dites vert ou biocarburant que ça pollue moins ou que la finance verte. Enfin, je veux dire. C'est du greenwashing pour vous, évidemment, mais ça ne veut rien dire. Évidemment. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez une loi climat qui vient d'être votée qui ne répond qu'à 10% des objectifs. C'est le Haut Conseil pour le climat qui dit voilà, l'enjeu, c'est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. C'est ça l'enjeu. Hein. Et c'est pas une vue de l'esprit. Le gel, la catastrophe agronomique du siècle, majeure, que subissent nos agriculteurs et nos viticulteurs, elle est causée par quoi? Un épisode de gel très fort et surtout des fortes chaleurs, ce dérèglement climatique, qui fait que les fruits et légumes ont éclos plus tôt et que du coup ils sont décimés. Vous avez des agriculteurs qui en sont réduits à poser des chandelles, des petites bougies pour éviter que toute leur culture soit perdue. Cet été, nous aurons des fruits et légumes plus chers, donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne pourront pas se nourrir. C'est ça les effets du dérèglement climatique. Et nous on nous dit oui, non, l'avion vert, etc. Mais attendez, soyons sérieux. Enfin, le gel, il y en a déjà eu hors période de ce que vous dites, est-ce que le réchauffement climatique. Et donc l'enjeu, ces bougies, comme vous dites, elles sont là aussi dans les vignobles très régulièrement, ça arrive régulièrement. Et les assurances se retirent, et les assurances se retirent de plus en plus. Et donc, si on se contente de dire, bah, écoutez, c'est la faute à pas de chance, on est condamné à revivre ces difficultés. Les aides, elles sont suffisantes. 1 milliard d'euros sur la table annoncée par Jean Castex encore hier, plusieurs prises de parole, des déplacements. Le gouvernement est à la hauteur en termes de réponse immédiate à la crise historique qui vient d'être... J'espère. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme l'histoire de l'hommage. Si vous ne faites que réagir en pompier, mais que vous êtes toujours pompier pyromane, à laisser Amazon construire des entrepôts en plein champ, à laisser les pesticides détruire la biodiversité, à ne pas agir pour la rénovation thermique et créer ces emplois dont on a besoin. Si vous faites ça, si vous laissez Total continuer à déforester l'Amazonie, pour mettre des centrales au fioul, dans ce cas-là, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Est-ce que vous pouvez préciser? C'est-à-dire qu'en gros, cette loi, elle manque d'une mesure très symbolique du type Amazon, on stoppe les entrepôts, leurs expansions. On précise aussi que ce sont des emplois à chaque fois qui sont à la clé. Hein. Non, c'est de la destruction d'emplois. La réalité en net, c'est qu'à chaque fois qu'Amazon progresse en matière d'emploi, c'est un peu comme avec les centres commerciaux, vous avez des emplois détruits dans le petit commerce. C'est ça la réalité. Si vous vous attachez qu'aux emplois bruts, entre guillemets, ou les promesses, eh bien dans ce cas-là, vous passez à côté de l'essentiel. On a Amazon qui est un tueur. Ce sont les Français qui choisissent d'acheter sur Amazon plutôt que dans les petits commerces. Ça s'appelle la régulation. Par exemple, sur le livre, on a un prix du livre. Un prix unique, quel que soit le vendeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est important que les pouvoirs publics régulent. Si on dit c'est les Français qui décident, alors dans ce cas-là, très bien, l'évasion fiscale, on oublie. Non, évidemment qu'il y a des règles.
Hein, donc Amazon, Vous demandez quoi précisément? On stoppe les entrepôts Amazon? moratoire sur les centres commerciaux, sur les centres commerciaux et sur les entrepôts d'Amazon. Parce que à chaque fois qu'Amazon fait un entrepôt, on sait qu'on a de la concurrence déloyale pour le petit commerce, on sait qu'on a de l'artificialisation des sols, souvent des terres agricoles fertiles qu'on ne reverra plus, c'est irréversible. Et puis on sait que Amazon est un tueur de nos impôts. Hein, donc c'est de la concurrence déloyale. Si vous ne remettez pas de la régulation, même c'est si vous êtes avec une Europe ouverte, parce qu'on vous dira que de l'autre côté de nos frontières, il y a des entrepôts Amazon et qu'il suffira de faire venir les camions. il y a un enjeu de mener ce combat au niveau européen, mais si vous ne le commencez même pas en France, vous voyez, si vous abandonnez d'emblée. Hier, à Aubervilliers, on a eu le 11e incendie en 2 ans d'un entrepôt dans la Seine-Saint-Denis. Enfin, c'est quand même un problème très concret. 11 incendies d'entrepôts en 2 ans dans le même département. Et on ne sait pas ce qui brûle. C'est le réchauffement, ça. Ouais. Non, bien sûr. Non. Et qui est responsable d'un Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le manque de travail, par exemple, sur les installations IPCE. L'encadrement. Arrêter de construire ces entrepôts sans les installations classées et pour la protection de l'environnement. Ces entrepôts sont dangereux, vous dites, pour... Aujourd'hui, il n'y a pas assez de protection. Je vous dis 11 entrepôts qui brûlent en 2 ans, il y a quand même il faut prendre la mesure du problème. On n'a pas tiré les leçons de Lubrizol, par exemple. Ouais. Ou de ce qui s'est passé à Beyrouth. Alors, attendez, je veux juste répondre. Oui, il y a un besoin d'encadrement. C'est quand même incroyable qu'on puisse se poser la question. Bien sûr qu'il y a un besoin d'encadrement. Si on veut protéger le petit commerce, bien sûr qu'il faut encadrer les centres commerciaux prédateurs ou Amazon qui est un tueur de petits commerces. Mais c'est-à-dire, vous, la moratoire, mais est-ce que ça veut dire que si vous arrivez au pouvoir, vous interdisez l'installation définitive d'Amazon, quitte même à faire partir Amazon de France ou pas, Julien Bayou? Oui, nous voulons un moratoire sur les entrepôts Amazon. Nous voulons réguler, nous voulons favoriser le petit commerce. Ceux qui sont là, ceux qui sont déjà installés, pourraient rester si vous accédiez au pouvoir. C'est un choix d'avantager le petit commerce. Quand vous ne choisissez pas... Vous ne répondez pas. Est-ce qu'au pouvoir, vous dites au revoir Amazon, mais sortez du territoire? Oui, c'est ça l'objectif. Ou alors qu'ils se conforment aux règles sur les questions fiscales et sur les questions sociales et sur la protection de l'environnement. Dans cette régulation, vous assumez aussi le côté prix. Parce que si les Français commandent par Amazon, c'est aussi parce que souvent ils considèrent que c'est moins cher tout simplement par rapport à un commerce de centre-ville. Et c'est moins cher parce que justement ils fraudent l'impôt. Vous savez, par exemple Starbucks, qui est une chaîne de café qui fait une concurrence déloyale à nos cafés, a quasiment pas payé d'impôt depuis 2004. C'est-à-dire que si ça se trouve, nous avons payé plus que Starbucks. Il y a un enjeu de concurrence déloyale. Sans même parler, évidemment, du fait que ces impôts devraient financer la question des services publics, par exemple. Donc, en fait, c'est une concurrence déloyale. Remettre de la régulation là-dessus, c'est aussi favoriser. Nous assumons de favoriser le petit commerce. France Europe Écologie Les Verts, c'est une France sans Amazon et sans Starbucks. À moins qu'ils se conforment aux règles. Mais ça, vous n'y croyez pas, visiblement. Pourquoi vous prêtez des mauvaises intentions à Amazon? Vous semblez dire. Non, je dis pas. Nous remettons de la régulation. Vous savez, quand vous financez par le CICE, par le crédit impôt compétitivité emploi, sans contrepartie, vous avantagez les gros, tout simplement. Écoutez la question. Nous assumons de privilégier les petits. Écoutez la question. Les artisans, les PME. De Yannick Français, qui est un artisan, lui éleveur de bovins, et qui vous interpelle sur la chasse. C'est donc la question en plus. Le grand jury, la question en plus. Bonjour, je me nomme Yannick Français et je suis éleveur de bovins sur les côtes du Périgord. Mon exploitation est de type extensif, totalement dédiée à l'alimentation de mes animaux. Cette agriculture vertueuse et protectrice de l'environnement est totalement remise en cause par les attaques incessantes des populations de sangliers. Je ne suis pas chasseur, mais j'ai besoin des chasseurs pour réguler et limiter ces populations qui détruisent toutes nos récoltes. Alors Julien Bayou, pourquoi stigmatiser les chasseurs et vouloir éradiquer la chasse? Pourquoi faire de l'écologie de salon parisien et ne pas défendre l'élevage, surtout le plus vertueux? Julien Bayou. Alors déjà, pour soutenir l'élevage, l'enjeu majeur, c'est d'en finir avec les traités commerciaux type CETA, Canada ou Mercosur. Non, mais je vais répondre. Oui, mais sur la chasse. Oui, mais je ne voudrais juste pas... Parce que, en fait... Oui, mais c'est sur la chasse qui vous interpelle. C'est cette concurrence déloyale. Non, mais d'accord, mais c'est cette concurrence déloyale et cette tolérance à l'égard de ces produits importés et ces carcasses qui traversent la planète, c'est ça qui détruit notre élevage. Et sur la chasse? Maintenant, sur la chasse... Je ne comprends pas ce loisir morbide, je dois le dire. Et ça n'est pas une question des citadins contre les ruraux, parce que vous avez un énervement. Il y a plus d'opposants à la chasse dans les quartiers, dans les zones rurales, qu'en centre-ville. Je ne comprends pas ce loisir morbide. On a un problème avec les populations de sangliers. On a un problème avec les animaux sauvages. On a un problème avec les populations de chevreuils détruisent les cultures. Et je reproche aux chasseurs de les nourrir. Voilà la réalité. Bon. Vous avez cette technique de l'agrainage qui fait qu'en fait, on nourrit les sangliers pour pouvoir mieux les chasser derrière. Ça n'est pas cohérent.
On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Julien Bayou. On parlera notamment de la décision de la Cour d'assises des mineurs de Paris à Viry-Châtillon. À tout de suite. Se connecter, se reconnecter, s'inventer de nouveaux usages plus justes, plus durables et plus partagés. Tenir, soutenir, oser rêver, oser réaliser. Écrire demain au quotidien, parce qu'ensemble, on peut vraiment changer les choses. Boulanger, si bien ensemble. Le monde s'est remis à zéro. Et nous aussi. Moins de vide, plus de recharge. Moins de moi, plus de toi, moi, nous. Moins de haters, plus de likes. Nouvelle Opel Mokka. Tout sauf normal. Ça, c'est Opel. Vivez une expérience hors norme avec Opel Mokka, dès 199 € par mois. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Il a l'air coréen, ça, non? Et c'est contre lui que je joue, je savais pas, moi. Si c'est pour se faire écraser, ça vaut peut-être pas la peine. Bah écoute, je veux pas être défaitiste, hein, super niveau et tout, mais à mon avis, t'es pas prêt pour ça. Ouais, je suis pas prêt. Hein? Ouais, je suis pas prêt, je le sens pas. Tu le sens pas, faut pas y aller. Alors ouais. là-dessus, voilà. Ça, c'est un coup à se dégoûter du tennis. Avec les offres Citroën, être au volant de votre Citroën va vous détendre. La garantie et l'assistance sont offertes pendant 4 ans sur une large sélection de modèles. Tous nos points de vente sont ouverts. Prenez rendez-vous sur citroën.fr. Citroën. Profitez de la propreté d'une nouvelle façon. Roomba passe l'aspirateur là où vous en avez besoin. Et Google, dis à Roomba d'aspirer le comptoir de la cuisine. Il vous offre même des suggestions de nettoyage personnalisées uniques pour vous et votre maison. Roomba est l'application iRobot Home, une exclusivité iRobot. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. 10 € offerts sur votre première commande avec le code Avril10. On se fait un Deliveroo? Quand il fait vraiment chaud, manomano.fr vous propose des piscines pour ceux qui n'ont pas envie de creuser, ainsi que des générateurs d'ombre. Entre pros, on appelle ça des parasols. Mano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. 10 € offerts sur votre première commande avec le code Avril10. On se fait un Deliveroo? Comment réduire notre utilisation du plastique? Comment faire au quotidien? Mais moi je pense qu'on n'est pas obligé de manger de la viande à chaque repas. Alors ta soirée, t'as sauvé le monde? On a tous le pouvoir d'agir au quotidien. Par exemple, en réparant vos appareils électroménagers, vous pouvez aider des startups plus responsables. Engie récompense ceux qui consomment mieux l'énergie et leur permet de soutenir des projets plus durables. J'agis avec Engie. Résolution 23.2 adoptée. Bon, ça peut plus durer. Il faut reprendre en main notre copro. Imaginez un ascenseur qui fonctionne. De la lumière dans le hall d'entrée. Un interphone réparé. Imaginez vos noms écrits au propre sur les boîtes aux lettres. Et puis, plus de fuite au 5e. Des géraniums dans l'allée. Avec Matera, la copro va enfin changer. Comme 60 000 copropriétaires, gérez efficacement votre immeuble avec Matera et réalisez 30% d'économie de charge. Matera, vive la copro libre. Bonjour. Maintenant on se connaît, je suis Fred de Carglass. En arrivant, mon client se demandait s'il y avait des frais avancés pour remplacer son pare-brise. Chez Carglass, c'est simple, il n'y a rien d'avancé. Rien, quelle que soit votre assurance. En plus, on vous accompagne dans toutes les démarches avec votre assureur. Et n'oubliez pas chez Carglass, rien d'avancé, quelle que soit votre assurance. Alors, prenez rendez-vous. Carglass répare, Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Sur Kayak,
Vous pouvez maintenant comparer les prix de toutes les agences de location qui proposent l'annulation gratuite. Kayak, le raccourci vers les meilleures locations de voitures. Enfiler un uniforme. Ou pas. Courir dans tous les sens. Ou rester immobile. Savoir viser. Très très bien visé. Porter un masque. Vraiment le porter. En restant chacun mobilisé, nous serons plus forts ensemble. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Amélie Carwer de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Julien Bayou, nous en venons à la décision rendue par la Cour d'assises des mineurs de Paris cette nuit à l'encontre de 5 jeunes prononçant des peines de prison de 6 à 18 ans de réclusion pour la violente agression de policiers qui avait eu lieu en 2016. Une voiture de police avait été incendiée. Amélie Carwer. Oui, grande émotion des avocats de victimes. En première instance, c'était des peines de 10 à 20 ans. Le maire même de la ville parle d'un verdict scandaleux. Et vous, est-ce que vous êtes choqué? Vous partagez cette colère? Écoutez, moi je suis avocat, donc je ne peux que respecter les décisions de justice. Et par contre, évidemment, je comprends l'émoi. Enfin, il n'est pas possible de s'en prendre à des policiers, des policières. On sait qu'en plus, il y en a au moins un qui a été dans le coma, qui est toujours traumatisé, évidemment, 4 ans après les faits. Donc voilà, la justice passe. Il y a des condamnations lourdes, à la hauteur, je crois, Enfin, voilà, on doit protéger les policiers, évidemment, et éviter qu'ils soient pris pour cible avec des tentatives de meurtre. La justice passe et c'est le rôle aussi, s'il y a des personnes qui sont acquittées, au bénéfice peut-être du doute. Je comprends que pour les victimes, pour les familles des victimes, ça soit difficile à entendre. C'est en appel. Il faut, je crois, respecter sa justice aussi. Un sondage récent du JDD indiquait que 80% des Français considéraient que la justice était laxiste. Est-ce qu'ils se trompent, les Français? Non, écoutez, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, on a une attaque généralisée contre la justice quand, par exemple, Nicolas Sarkozy est condamné. Ça vient de la droite et je trouve qu'au contraire, les hommes et les femmes politiques s'honorent quand elles respectent ce troisième pouvoir. De la même manière qu'il y a des attaques contre les médias et que, vous voyez, vous n'êtes pas tendre avec moi, c'est votre rôle. Et je pense que quand bien même cela gêne, eh bien, c'est le rôle de ces pouvoirs que de garantir un équilibre des pouvoirs. Donc la justice aujourd'hui, elle est en difficulté parce qu'il manque des moyens, il manque des magistrats. Donc la justice est plus longue. Il manque des greffiers, il manque des moyens d'enquête spécialisés. Mais non, on a besoin de soutenir, vraiment j'insiste, soutenir cette justice. Et j'en veux particulièrement à ces personnes de droite qui, pour défendre l'un des leurs, pour défendre leur clan, jettent l'opprobre sur l'ensemble de la justice. Vous défendez aussi la justice quand elle décide, c'était la Cour de cassation cette semaine, que le meurtrier présumé de Sarah Halimi ne sera pas jugé parce qu'il était sous l'emprise des stupéfiants. Alors, c'est pas exactement ça. Déjà, évidemment, je comprends, là, à nouveau, l'émoi de la famille qui a pu parler d'un permis de tuer des juifs. Évidemment, il faut rappeler que, non, au contraire... Le caractère antisémite ayant été reconnu. Le caractère antisémite est aggravant, et fort heureusement, évidemment, ainsi que, d'ailleurs, les tentatives de meurtre ou les meurtres, les homicides, sous l'emprise de stupéfiants. Il y a un vieux principe dans notre droit, c'est qu'on ne juge pas les fous. Je le dis comme ça pour que tout le monde comprenne, évidemment, mais les personnes qui, au moment de leur acte, ont perdu le discernement. C'est fondamental. Sinon, c'est la barbarie. Si vous pouvez juger quelqu'un qui ne sait pas ou ne savait pas ce qu'il faisait, alors dans ce cas-là, on n'est plus dans une justice du XXIe siècle. C'est le principe des Lumières. Mais c'est également le droit romain ou le Talmud. Donc vous voyez, encore une fois, plutôt que de hurler avec les loups, et je comprends l'émoi de la communauté juive, hein, évidemment. J'ai moi-même manifesté après le décès de Mireille Knoll. On doit conserver ce principe, un acquis de la Révolution. On ne juge pas les fous. Voilà. Oui, mais sauf que certains disent qu'il y a consommation volontaire de ces substances, du coup, ce n'est pas juste juger un fou.
Non. Et il y a même des propositions de loi dans ce sens qui sont déposées. Parce que ça n'est pas la consommation de substances. Vous avez 6 sur 7 experts qui ont conclu à l'abolition totale, et en disant que ce n'était pas les effets classiques, entre guillemets, du cannabis. C'est une bouffée délirante aiguë, voilà, qui a été corroborée par 6 experts sur 7, et le 7e a d'ailleurs parlé d'abolition partielle du discernement. Donc la Cour de cassation a jugé en droit, c'est son rôle, elle n'a pas refait l'enquête, elle juge en droit et elle considère que quand le discernement est aboli, eh bien on ne peut pas juger. Aussi douloureux que ça soit pour les victimes, c'est un enjeu important. Je vais le dire comme ça, la justice, ça n'est pas la vengeance. Et pourquoi est-ce que les juges du tribunal ne seraient pas capables de décider eux-mêmes s'il y a eu ou non abolition du discernement? Mais c'est ce qu'ils ont jugé, et c'est pour ça qu'on est allé jusqu'en cassation. Mais il n'y aura pas de jugement, je veux dire, classique, entre guillemets, avec condamnation ou non. C'est le droit. La Cour de cassation, elle dit le droit. Et même, si vous voulez, et contrairement à votre option, plutôt que d'avoir des juges du tribunal de première instance qui jugent de manière disparate selon que vous êtes jugé à Metz, à Nancy, à Lille, à Lyon, c'est le rôle de la Cour de cassation pour l'aspect judiciaire et du Conseil d'État pour l'aspect droit administratif, de garantir une uniformité du droit. Si on pouvait juger les fous à Lyon, mais pas à Brest, alors on aurait un vrai problème républicain, vous voyez. Alors, on en vient, Julien Bayou, à une autre actualité de la semaine, c'est à la mosquée de Strasbourg, rebondissement dans cette affaire de la mosquée qui est en construction. Les promoteurs du projet de la Confédération islamique Millî-Görüş, qui est une association de Turcs, ont renoncé à demander la subvention municipale qui a été à l'origine d'une véritable épreuve de force, bras de fer entre la mairie écologiste et l'État. Est-ce que vous vous réjouissez, vous, que cette demande de subvention ait été abandonnée? Marlène Schiappa, la ministre, parle de lâcheté de la mairie qui n'a fait que subir cette histoire. Quelle honte! Alors déjà, on doit rappeler... Oui, quelle honte, oui. On doit rappeler, parce que évidemment les personnes qui nous écoutent à midi et qui entendent parler de financement des cultes, des mosquées, des synagogues peuvent être un peu surprises. La loi de 1905 s'applique sur tout le territoire, sauf en particulier avec le régime concordateur d'Alsace-Moselle, qui n'était pas française en 1905, et qui donc depuis 1802, il y a ce système local qui fait obligation en fait au pouvoir public de financer des cultes. C'est une particularité locale. Et depuis 2000, ce projet de mosquée était sur la table. Catherine Trottmann, qu'aujourd'hui on dit pique-pendre, avait initié, maire socialiste, puis un autre maire socialiste, Roland Ris, l'avait poursuivi, et un maire LREM l'avait confirmé. Il était même à la première pierre, Alain Fontanel. Et donc en fait, il y a quand même cette affaire que quand c'est des maires écologistes, alors c'est un scandale. Un peu comme avec la polémique sur les viandes à Lyon. Jeanne Barzéguian, elle a hérité de ce projet. La maire de Strasbourg. Voilà. Et jamais elle n'a été informée du danger que pouvait représenter cette association. Elle est un danger, cette association, parce que de fait, elle sera toujours, cette mosquée, sous la férule de cette association. Est-ce que vous le regrettez ? Je continue, je vais vous dire. En fait, cette association, nous disons, si elle est dangereuse, mais que le gouvernement la ferme. Je le dis sans aucune ambiguïté. Donc vous dites dissolution de Millî-Görüş, voilà ce que vous dites au gouvernement. Si elle est dangeuse. Et qu'on nous avions posé, mais je ne suis pas inspecteur. Par exemple, je prends un exemple. Cette association, Millî-Görüş, les services de l'État lui ont autorisé à ouvrir une école privée hors contrat. Alors, c'est quoi le bail là? C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est des écologistes, elle est dangereuse, mais quand c'est une école hors contrat, si elle est dangereuse, non mais laissez-moi terminer, si elle est dangereuse, pourquoi est-ce qu'on la laisse alors endoctriner nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on la subventionne? Gérald Darmanin subventionne cette association. Nous disons, nous n'avons pas les moyens, ce n'est pas le rôle de la mairie que d'enquêter sur l'activité de cette association. La mairie, Jeanne Barzéguian, a posé 2 conditions très claires. 1, pour le principe de cette subvention qui n'a pas été accordée. 1, un plan de financement qui tient la route. Et 2, et surtout, le respect des lois de la République. Oui, mais tous les citoyens informés savent que cette association a refusé de signer cette charte voulue sur le respect des lois de la République. Alors pourquoi le gouvernement la finance-t-elle? Notamment pourquoi est-ce qu'ils ont passé en septembre une convention de partenariat sur des actions de sécurité? A tort, et nous-mêmes, écologistes, attachés à la laïcité, nous condamnons la construction de cette mosquée. Mais vous n'avez aucun respect pour le droit local? Je le rappelle, c'est pas une obligation de donner une subvention quand si, pour le coup, la responsabilité, si c'est 10%, et en vertu de décision de la fin du siècle, et les écologistes n'étaient pas de pouvoir, c'est une obligation évidemment de financer les religions concordataires et depuis 1999 l'islam à hauteur de 10%, ce qui est le principe de la subvention. Je le redis, cette subvention ne sera pas accordée
parce que l'association a retiré sa demande. Mais il y a un point important. Marlène Schiappa dit « Ah ben non, il ne faut pas la dissoudre ». Attendez, ça fait 1 mois qu'on nous serine avec le fait que cette association serait dangereuse. Je n'ai pas les éléments. Mais si elle est dangereuse, je le redis, que le gouvernement assume ses responsabilités et la dissolve. Qu'elle ne signe pas cette charte, ce n'est pas une raison suffisante pour vous pour la considérer comme dangereuse. Mais dans ce cas-là, qu'il la dissolve. C'était à vous que je posais la question, pas à M. Darmanin. Il y a quand même quelques éléments sur cette charte qui mériteraient un débat plus long. Vous êtes contre cette charte, vous ? Le principe d'Aristide Briand, si on s'intéresse à la laïcité, c'est la loi protège la foi tant que la foi ne prétend pas dicter sa loi. Donc les religions qui prétendent s'opposer aux lois de la République doivent être combattues. Voilà. Les perceptions d'une religion, ou leur version intégriste, si vous voulez. La séparation entre les hommes et les femmes, ou le fait de ne pas pouvoir changer de religion, ou le fait d'oppresser les athées, par exemple. Évidemment, ça doit être combattu. Point. C'est ça la loi de 1905. Nous y sommes attachés. Liberté aussi, mais ça ne doit pas conduire à entraver l'exercice des cultes. Marlène Schiappa annonce des... C'est le risque avec ce projet de loi séparatisme. C'est le cas, pardon, c'est ce que vous dites. C'est le risque avec ce projet de loi séparatisme, qui est une loi d'affichage. Et vous avez bon nombre de cultes, les bouddhistes, les catholiques, les juifs, qui disent attention, attention, il y a un risque de restriction de la liberté des cultes. Moi, je le redis, la loi de 1905, et nous partageons ce constat avec l'ensemble des partis de gauche et écologistes, la loi de 1905 est une loi aussi de liberté de conscience. Marlène Schiappa annonce des états généraux de la laïcité, des semaines et des mois de table ronde et de consultation. On voit à quel point c'est clivant. Elle dit parlons-en. C'est bidon. Et vous n'y participez pas. Pitié. Parlons-en. Pitié. Il y a un projet de loi séparatisme dont on nous parle depuis 4 mois. Donc c'est qui est amendé par le Sénat. Qui est dans sa dernière phase, navette à l'Assemblée, navette au Sénat, commission mixte paritaire, qui va trancher définitivement sur l'état du texte la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait ? Des états généraux. Donc, il va en sortir quoi ? Il va en sortir des propositions qu'on aurait dû mettre. Vous voyez, c'est quoi ? C'est de l'improvisation. Marlène Schiappa, elle dit « Nous voulons sortir de la tenaille entre d'un côté les identitaires d'extrême droite et de l'autre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts ». Il y a une plainte en diffamation qui est en cours de rédaction à l'encontre de Marlène Schiappa et de Gérald Darmanin, parce que nous ne pouvons pas supporter d'être diabolisés. Ah, vous attaquez le ministère de l'Intérieur ? Oui. Nous allons déposer, et ça sera devant la Cour de justice de la République. La plainte est entre les mains du cabinet de maître Emmanuel Torgeman. Et j'insiste, on ne peut pas pousser en dehors du champ républicain des adversaires politiques parce qu'ils vous déplaisent. Mais je le redis, qu'est-ce que c'est que cette agitation ? C'est quand même concept. Vous faites un projet de loi dont on nous parle depuis l'été dernier, projet de loi de lutte contre les séparatismes, qui est dans sa phase finale. Et aujourd'hui, on va faire des états généraux. Vous-même, vous devez considérer que c'est idiot. Et d'ailleurs, c'est la même technique qui a été employée pour faire diversion sur les féminicides. On a fait un grand barouf, je ne sais plus comment ça s'appelait, le Grenelle des luttes contre les violences conjugales. Résultat, on n'a rien. Rien du tout. Rien du tout. Des familles des victimes qui ont été mobilisées pendant des mois et des mois, des associations qui ont contribué, tous les éléments sont sur la table. Vous avez le Haut Conseil égalité qui dit qu'il faut 1 milliard pour investir dans la lutte véritable contre les féminicides, et Marlène Schiappa, qui aujourd'hui n'en est plus ministre de cette question du secrétariat des droits des femmes, qui n'a rien fait, et on laisse aujourd'hui la moitié de la population en risque. Est-ce que vous considérez que cette loi séparatisme, comme l'initiative de Marlène Schiappa sur ces états généraux de la laïcité, ce sont des mesures anti-islam? Diversion, c'est de la diversion. Ma question c'est ça, est-ce que c'est spécifiquement dirigé contre l'islam? Alors c'est un risque, vous savez, il y a quand même une interprétation de la loi de 1905 qui est souvent tournée contre la pratique de l'islam, mais aujourd'hui c'est l'ensemble des cultes qui s'inquiètent des dérives de cette loi séparatisme. Je le redis, la loi de 1905 est aussi une loi de liberté. La loi de 1905 vous permet, par exemple, bien sûr, de censurer et d'attaquer des prêches anti-républicains, qu'ils soient dans des églises ou dans des mosquées. C'est déjà le cas. On aurait besoin de moyens pour le faire appliquer. Mais c'est déjà le cas. Mais c'est aussi une loi de liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire, et de pouvoir changer de religion. C'est extrêmement important. C'est le fondement de notre socle républicain. C'est aussi ce qui nous distingue de bon nombre de pays où, par théologie, vous avez un lien inextricable entre les pouvoirs publics et une religion donnée. Nous en sommes fiers, c'est un joyau. Et aujourd'hui, effectivement, elle est en partie détournée au point que des cultes s'inquiètent de la capacité libre à pouvoir exercer son culte en France. Il faut entendre l'alerte. Question express. Le grand jury. Question express. Pour ou contre Julien Bayou, la création d'un délit pour punir l'islamophobie?
Et en fait, l'islamophobie, je tiens à préciser, ça n'est pas l'interdiction de critiquer l'islam, c'est l'interdiction de s'en prendre aux musulmans. Donc ça existe, l'islamophobie. Est-ce qu'il faut pour vous, ça existe, l'islamophobie? En fait, ce délit, il existe déjà. C'est le fait de pouvoir s'en prendre à quelqu'un en raison de sa religion. Donc il ne faut pas de délit spécifique, c'est ce que vous nous dites. Non, pas particulièrement. Par contre, le concept d'islamophobie est important, mais je tiens à préciser que fort heureusement, évidemment, on a le droit de critiquer les religions dans ce pays, bien sûr. Mais c'est différent de critiquer une religion et de s'en prendre aux fidèles, comme ça a été le cas à Bayonne il y a quelques années, ou tout récemment dans les mosquées du Mans, de Nantes et de Rennes. Mais parler d'islamophobie, certains disent, Zineb El Razoui notamment, que c'est une manière d'empêcher de critiquer l'islam ou de parler de l'islam. Et est-ce que ça, vous l'entendez? C'est un concept qui est formulé par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, par exemple. Et ce n'est pas pour interdire de critiquer les religions, je le redis. Pour ou contre, Julien Bayou, l'augmentation de 20% des salaires, comme le propose Guillaume Pelletier ce matin dans le JDD? Le vice-président des Républicains, 20% d'augmentation des salaires. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait quand ils étaient au pouvoir? Donc vous êtes plutôt favorable. Pour ou contre, Julien Bayou, l'annulation des JO de Tokyo? J'ai manque d'éléments. Ça dépend de la question, en particulier évidemment des conditions sanitaires. Pour ou contre la gratuité des transports publics? Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ça peut être un bel horizon, pour l'Île-de-France en particulier, parce que je suis candidat tête de liste et nous pouvons l'emporter. L'enjeu, c'est d'investir massivement dans la fiabilité, dans la ponctualité, dans la sécurité aussi. Et donc, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Voilà, que ça devienne un horizon intéressant. Je pense qu'il y a un enjeu de gratuité, notamment pour les mineurs, pour les étudiants. Mais il y a des investissements tellement importants à faire pour permettre à chacune de pouvoir se déplacer correctement qu'à ce stade, il faut arbitrer entre les deux. Et donc, nous choisissons d'investir dans la modernisation du RERB, du RERD, du transport à 1 500 000. Audrey Pulvar propose cette gratuité. C'est pas responsable, elle n'a pas assez travaillé? Non, moi je ne sais pas très bien comment elle le finance parce qu'elle fait appel à une fiscalité que la région malheureusement ne peut pas engager. Moi, je le redis, il y a un choix aujourd'hui à faire entre l'investissement dans les transports et nous voulons favoriser l'intermodalité. Nous voulons proposer de moderniser le RERB, le RERD. Désolé pour les non-franciliens, mais pour les franciliens, c'est 1,5 million de personnes qui le prennent tous les jours et qui en souffrent, tout simplement. Ça conduit à une vraie inégalité territoriale. Il y aura des régions, mais il y a une campagne présidentielle. Et hier, d'ailleurs, il y a eu une réunion de plusieurs figures de gauche, Amélie Carwer, mais on n'a pas très bien compris vers où cela allait. Bon, si on essaie de faire simple aussi pour ceux qui nous écoutent, on se dit, est-ce que la volonté c'est d'avoir une candidature commune? Et si c'est le cas, est-ce qu'on n'acte pas déjà le fait que c'est impossible, que ce ne sera pas le cas, puisqu'on a entendu la France Insoumise continuer sur sa ligne, sur sa candidature? Écoutez, vous faites des pronostics. Nous, on fait de la politique. Donc hier, c'était un vrai beau moment de politique, à l'initiative de Yannick Jadot. C'est l'écologie qui peut rassembler aussi bien la France Insoumise que le Parti radical de gauche. Vous voyez, des gens comme Éric Coquerel et Guillaume Lacroix, président du PRG, ne s'étaient jamais parlé. C'était un vrai beau moment de politique et un constat partagé sur les dangers que fait courir à ce pays Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'en fracassant le pacte républicain sur les libertés, sur l'égalité, sur la fraternité, il nourrit, il sert de carburant finalement au populisme de l'extrême droite. Et donc l'alerte est maximale. Et ensemble, nous disions, il s'agit maintenant de travailler sur la lutte contre le dérèglement climatique, la lutte contre les inégalités, renforcer notre démocratie. C'est précieux, c'est précieux. Selon Olivier, néanmoins, ça n'empêche pas que vous organisez une primaire à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts, c'est ça? Ce serait quand? Il faut bien désigner notre candidat. S'il y a un candidat unique qui n'est pas forcément de chez vous? Ma conviction, c'est qu'il faut une candidature de l'écologie politique en 2022. C'est mon mandat, c'est nos règles, mais c'est surtout ma conviction. Vous voyez, quand vous avez cette jeunesse qui manifeste, que tout le monde a compris que la loi climat, elle était bidon, qu'elle était vidée de son sens par les lobbies. Quand vous avez, je le redis, cette catastrophe agricole, et même votre syndicaliste, là, l'éleveur qui soi-disant est anonyme et qu'en fait président de la FDSEA. Oui, mais non, mais il peut être un lobbyiste, éleveur. C'est un lobbyiste. Même lui, non, il est éleveur. Pourquoi est-il lobbyiste en étant éleveur? Moi, je respecte les syndicalistes. Simplement, il faut afficher la couleur. Mais même lui, il a souffert de la sécheresse. Même lui, il a souffert de la sécheresse en 2018. Et même lui, évidemment, il a intérêt à l'action contre le dérèglement climatique et contre les inégalités qui vont avec. Donc aujourd'hui, on a besoin de cette candidature de l'écologie politique. Et moi, je pense que c'est ça qui peut rassembler, qui peut fédérer. Pardon, dites-nous, parce qu'on n'a pas de primaire. C'est quand votre primaire? C'est très simple. Vous avez d'abord les élections régionales, où les écologistes peuvent l'emporter, notamment en Ile-de-France, à la faveur d'un rassemblement au second tour. C'est ce que nous disent les dernières intentions de vote. C'est important. Ensuite, vous avez l'adoption d'un socle programmatique en juillet.
On ouvre les candidatures du 1er au 12 juillet. Pour vous présenter, il faudra être validé par un conseil de parrainage. On a construit ce conseil de parrainage avec les 5 autres partis politiques de gauche et écologistes avec qui nous organisons cette primaire. Génération S autour de Benoît Hamon, Génération Écologie autour de Delphine Batteau. Et en septembre, quand en septembre on vote. À partir du 16 septembre jusqu'au 28, 2 tours. Vote et chacune pourra participer moyennant 2 €. Inscrivez-vous sur lesécologistes.fr. Est-ce que vous serez candidat à cette primaire, vous? Moi, j'organise la primaire. Donc vous ne serez pas candidat? J'organise la primaire. Et vous ne serez pas candidat? Non, j'organise la primaire. Je vous réponds non, à la je ne question. serai pas candidat. Mon rôle, c'est d'abord de conduire le rassemblement. Non, mais j'aime bien faire ça parce que comme ça, les gens écoutent ce que vous racontez. Ah, très bien. Mais au moins, ça sera dit. Non, mais j'étais sur Twitch. Votre manière de faire du teasing. Dites, et dans le cas d'un duel Macron-Le Pen, vous faites quoi, vous, Julien Bayou? Moi, j'appelle au vote républicain. J'appelle à faire barrage. Donc, mais la réalité, oui, et d'ailleurs, dans toutes les intentions de vote, les écologistes sont ceux qui respectent le barrage républicain. Mais la réalité, c'est que personne ne m'écoutera. C'est-à-dire que ce gouvernement, je le redis, vous savez, il y a 3 projets sur la table. Il y a le passé, c'est Marine Le Pen, le passé fantasmé. Il y a le présent qui ne sait même plus pourquoi il réforme. C'est l'humain, la nature sont des marchandises, tout au service de la finance. Et puis, il y a ce projet d'avenir, l'écologie, la lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités. Et donc, à fracasser comme ça, je le redis, sur les libertés, sur l'égalité, sur la fraternité, Emmanuel Macron abîme le pays et sert de carburant à l'extrême droite. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de faire advenir cette alternative. Je pense que ça passe par une grande coalition et un projet écologiste. Question nette. Le grand jury. Question nette. Bonjour Marie-Pierre Haddad. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Julien Bayou. Alors en début d'émission, vous avez déclaré que la crise sanitaire du coronavirus est une crise écologique et vous faites un lien notamment avec la déforestation. Ça a fait réagir les internautes, notamment Loïc, Jean-Marc, Christophe et pour ne citer qu'eux, qui ne comprennent pas ce lien que vous faites entre déforestation et crise sanitaire et qui ont l'impression d'être face à une caricature écologiste. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh bien, messieurs, puisque c'était que des hommes apparemment, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit. L'émergence de coronavirus, donc de zoonoses, ces maladies qui émergent à la faveur malheureusement d'interactions entre les humains et les animaux sauvages, sont favorisées par donc la déforestation, la prédation à l'égard des habitats protégés et notamment l'élevage intensif. Donc les différentes zoonoses qui ont pu émerger depuis 20 ans, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que le point commun, c'est cette déforestation, l'élevage intensif et la prédation à l'égard des habitats protégés. Ou le fait de, par exemple, commercer des animaux sauvages. Et donc il y a un enjeu de protéger le vivant. Et c'est une alerte. En fait, cette pandémie, c'est un crash test. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt. Cette pandémie, c'est un crash test. Et l'Organisation mondiale de la santé, toujours, nous dit, demain, faute d'action contre le dérèglement climatique, ou pour protéger le vivant, la biodiversité, nous nous exposons à des pandémies toujours plus dangereuses. Autre question très concrète sur l'écologie d'ailleurs. Oui, tout à fait. Les éboueurs de Paris ont un compte Twitter et ils vous ont interpellé hier matin parce qu'une de vos affiches avait été collée sauvagement sur la terrasse d'un restaurant donc, qui est vide et alors que normalement il y a des panneaux réglementaires pour le faire. Donc vous ne donnez pas le bon exemple. Non, justement, on a prévu de l'enlever. J'ai bien noté le tweet. Elle n'était pas collée sauvagement, je trouve qu'elle était bien collée, mais c'est pas le sujet. Quand on regarde la photo, c'est pas du tout l'endroit où normalement ce genre d'affiche doit être. Et il manque d'ailleurs des panneaux. Vous savez qu'il y a une obligation légale faite aux communes de permettre l'affichage libre, municipal, libre, associatif. Paris est en déficit, c'est un problème, mais évidemment nous allons l'enlever. Et je crois qu'on a déjà répondu à ces éboueurs. Et j'en profite pour saluer leur travail. Autre question? Oui, depuis plusieurs semaines, il y a le hashtag sur Twitter Saccage Paris qui reprend les photos des Parisiens excédés qui trouvent qu'il n'y a pas assez de propreté à Paris. Anne Hidalgo répond et assure que la capitale n'a jamais été aussi belle depuis que la gauche la gère. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat? Alors franchement, il a été démontré que cette affaire de hashtag Saccage Paris était amplifiée par la droite et l'extrême droite. Voilà, il faut y voir ce que c'est-à-dire en gros beaucoup de bruit pour rien. C'est pas ce que les tweets démontrent. Ah si, pour le coup, il y a une enquête, je crois qu'elle est sur slate.fr. Un peu. En ce moment en particulier, vu qu'il y a confinement, effectivement, en plus, là, Paris est plutôt moins... C'est une campagne de dénigrement. En fait. Oui, voilà, évidemment. Et Anne Hidalgo en a subi d'autres. Dernière question, Marlène Schiappa veut mettre en place des quartiers sans relous. Les associations féministes disent que c'est une stigmatisation. Est-ce que vous le feriez, vous, des quartiers sans relous en Ile-de-France si vous êtes élu? Oui, à commencer par Beauvau, où on a un relou, pour le coup, un ministre de l'Intérieur qui a
tenter d'abuser de la faiblesse de femmes. Donc en fait, à un moment, il faut être sérieux, donner l'exemplarité. Je ne crois pas que ce ministre de l'Intérieur soit la bonne personne pour conduire la protection des femmes sur tout le pays en tout temps. Et pour être plus précis encore, nous, notre enjeu, c'est de garantir dans les transports que les femmes victimes de harcèlement, il puisse y avoir une suite juridique et donc de porter place en lieu et place des victimes. Merci Julien Bayou, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.